Bonjour, alors bonjour à tous et à toutes. Je vous propose qu'on démarre. Je vous remercie de votre participation à la semaine du logement accompagné, qui est l'occasion toujours d'échanger et de partager des expériences sur des thématiques qui sont très diverses et qui touchent forcément les gestionnaires de résidences sociales et leurs résidents. Donc ce matin, on évoque un phénomène qui malheureusement prend trop d'ampleur, celui des violences faites aux femmes. L'État essaie d'enrayer ce phénomène depuis quelques années, et avec le Grenelle de lutte contre les violences conjugales qui a été lancé par le gouvernement en septembre 2019, déploie progressivement des mesures qui visent à renforcer la protection des victimes et de leurs enfants, à assurer le suivi et la prise en charge des auteurs pour empêcher la récidive, et ainsi que des mesures destinées à prévenir davantage les faits de violence. Les besoins des victimes de violences au sein du couple, elles sont multiples. Ça va de la mise à l'abri au soutien psychologique, en passant par l'accès aux droits ou l'accès aux soins. Et il y a de nombreux acteurs finalement qui interviennent aux différentes étapes de leur parcours. Et parmi les réponses proposées, l'État a notamment placé la protection via l'hébergement et le logement des femmes victimes de violences au cœur de sa réflexion, et a décidé de moyens et de leviers supplémentaires pour y répondre. Ainsi, en avril dernier, il a été décidé de créer 1000 places temporaires d'hébergement supplémentaires en 2021. 1000 places avaient déjà été créées en 2020. L'objectif étant de disposer de 9000 places d'hébergement d'ici la fin de 2022. Donc, comment les adhérents de l'UNAFO se mobilisent sur cette question? Quelles actions ils mettent en place? Est-ce qu'ils bénéficient de financements particuliers? Et puis quelles difficultés ils rencontrent dans la mise en œuvre de ces actions, et quels enseignements ils tirent de ces actions? Voilà un peu les questions qu'on se pose ce matin. Pour en parler, on a plusieurs intervenants. Je donnerai d'abord la parole à la DIAL, et je remercie donc de leur présence Pauline Jallard, qui est directrice de mission hébergement, et Élise Camp, qui est chef de projet pôle hébergement et accès au logement, donc à la DIAL. Donc elles nous présenteront le bilan des premières mesures du Grenelle, le rôle du comité de suivi interministériel qui s'est réuni pour la seconde fois en novembre, donc il y a pas très longtemps, et les perspectives à venir, donc avec une présentation générale avec des questions un peu sous-jacentes qui sont: quels sont les leviers qui ont été mis en place en termes de financement, de formation, de sensibilisation, les contractualisations possibles avec l'État, la question de l'accompagnement spécifique des victimes. Globalement, on pourra aussi profiter de la présence de la DIAL pour avoir la vision de l'État sur le rôle que pourrait avoir ou que peut avoir le logement accompagné dans la protection des victimes et leurs enfants. C'est que si les réponses pour les personnes victimes de violences sont souvent soit de l'hébergement d'urgence, soit de la stabilisation à domicile avec le relogement évidemment du conjoint violent, on trouvait intéressant également de valoriser le travail de structures qui s'appuient sur des résidences sociales ou qui proposent aussi des solutions de logement. Parce que les victimes ont souvent des parcours et des besoins qui peuvent être très différents et qui nécessitent des solutions adaptées. Au sein du réseau de l'UNAFO, de nombreuses structures associatives ont mis en place ou développent des actions en faveur de l'accompagnement de ces personnes, et proposent des solutions d'hébergement et parfois de logement. Donc l'atelier de ce matin, c'est un petit peu l'occasion de revenir sur cette mobilisation et sur les initiatives donc portées par nos adhérents, donc de présenter plusieurs expériences et puis d'échanger ensemble. Madame Merzaghi, directrice générale de l'association Le Coin Familial, nous présentera dans un premier temps les actions transversales de sa structure, qui portent sur l'observation, sur l'accueil, l'accompagnement des victimes, avec des solutions d'hébergement, mais aussi quelques logements mis à disposition dans le diffus. Ensuite, je donnerai la parole à Madame Anne, qui est chef du service d'accompagnement social et hébergement chez ALSA, et qui développe également de nombreuses actions d'accompagnement, d'hébergement, et qui propose aussi un logement dédié au sein d'une pension de famille. Et enfin, Madame Lavaux, qui est directrice de la location accompagnée et de l'hébergement chez Amli, nous présentera les actions de l'association en matière d'accompagnement, mais aussi un projet de création d'une résidence sociale dédiée aux femmes, avec une part réservée aux femmes victimes de violences. Voilà, donc je vous propose que, après chaque intervention qui durera à peu près 10 minutes, une dizaine de minutes, il y ait un temps d'échange.
Mais bon, le temps de l'atelier étant assez court, vous pouvez aussi poser des questions sur le chat que vous trouvez à droite. Et donc les intervenants réagiront à ce moment-là à vos questions. Vous pouvez aussi lever la main, donc il y a une petite main si vous souhaitez prendre la parole. À ce moment-là, je vous donnerai la parole et vous apparaîtra à l'écran, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Bon, si vous aviez des problèmes techniques, a priori, si vous êtes arrivé, c'est que c'est bon. Mais si vous avez des problèmes de son ou de vidéo ou des problèmes techniques comme ça, vous pouvez envoyer un message au support technique, mais c'est sur la page programme de la semaine du logement accompagné, donc c'est pas le chat de cette page-là. Voilà. Donc, je vais donner la parole à la DIAL et je remercie tous les intervenants de leur présence ce matin. Un grand merci à vous. Donc, Pauline Jalard, je suis responsable de la mission hébergement à la DIAL et donc je suis avec ma collègue Élise Corbe, chef de projet au sein de la mission hébergement. On vous remercie de nous avoir invités parce que la question de l'hébergement et du logement des femmes victimes de violences, c'est vraiment une priorité pour nous. Vous avez fait référence au Grenelle qui s'est tenu en 2019 sur le sujet des violences conjugales et un certain nombre de mesures ont été prises lors de ce Grenelle et puis après, à la suite de ce Grenelle, des mesures complémentaires pour pouvoir protéger ces femmes dans leur parcours, leur trouver des solutions. Et c'est sûr que si la case hébergement n'est pas systématique, répond pas aux besoins de toutes ces femmes parce que le maintien à domicile est une solution pour une partie d'entre elles, pour celles où c'est nécessaire et puis vraiment d'intervenir très rapidement et de proposer très rapidement un hébergement. Donc, si je reviens, je pense qu'il y a un support qu'on peut projeter sur les 5 mesures qui ont été prises lors du Grenelle. Donc, tout d'abord, 3 mesures qui concernent l'hébergement, à la fois la création donc, de 1000 nouvelles places pour accueillir des femmes victimes de violences. Donc, 1000 places ont été créées en 2020, elles sont quasiment toutes ouvertes aujourd'hui. Des places aussi ouvertes en 2021, à nouveau 1000 places et mieux financées, enfin, on y reviendra pour permettre plus d'accompagnement. Et vous avez peut-être suivi les annonces récentes du Premier ministre avec 1000 nouvelles places qui sont annoncées pour 2022. 2 autres éléments qui complétaient 2 autres mesures. À la fois une plateforme de géolocalisation qui permet aux forces de l'ordre d'identifier très rapidement un hébergement disponible pour les femmes qui passent du coup par le commissariat, par un dépôt de plainte. Donc, cette plateforme est opérationnelle. Et puis, la coordination entre la plateforme 3919 et le 115 étant malheureusement très souvent saturé, ça permet d'avoir quand même un lien quand une situation d'urgence se pose entre ce numéro d'information, mais qui peut conduire des femmes à solliciter un hébergement via cette plateforme. Alors, concernant le logement, la mesure importante, c'est la Convention nationale des engagements pour faire avancer la cause du logement des femmes victimes de violences. Ça, c'est un moyen. Ce qui est surtout intéressant, c'est de constater les résultats et de constater le fait que sur ces dernières années, beaucoup plus de femmes victimes de violences ont trouvé un logement dans le parc social. Donc, on voit à la page qui suit. On a quelques statistiques à vous partager. Mais depuis 2017, on a 30% de logements sociaux en plus attribués chaque année aux femmes victimes de violences. On note une augmentation entre la période 2019 et septembre 2021. On a 20 280 logements sociaux qui ont été attribués à des femmes victimes de violences. Ça fait une augmentation de 15% par rapport aux 2 années précédentes. Donc, depuis le Grenelle, une nette amélioration et une amélioration encore plus forte quand on prend la période 2021. Donc, on sent quand même un progrès, une prise de conscience au niveau des bailleurs. Voilà, et quand même des résultats qui sont positifs. Le schéma suivant montre la hausse de la part des attributions dédiées aux femmes victimes de violences. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte quand même général de baisse des attributions. Donc, l'augmentation est d'autant plus importante qu'on est dans ce contexte-là. En 2020, sous l'effet de la crise sanitaire, le nombre d'attributions totales a diminué de 15% par rapport à l'année 2019. Ça, c'est la réalité des attributions en général. Et pour autant, sur la même période, le nombre d'attributions en faveur des femmes victimes de violences a progressé de 7%.
Donc, c'est intéressant quand même à noter dans ce contexte global de baisse des attributions. Voilà, peut-être encore quelques chiffres. Dans près de 80% des cas, l'accès prioritaire au logement social permet le relogement des femmes avec leurs enfants. On a plus de 10 000 logements sociaux en 2020 qui ont été attribués à des femmes victimes de violences et dans près de 80% des cas, ces femmes ont été relogées avec des personnes à charge, probablement des enfants. C'est intéressant de bien comprendre la situation de la femme victime de violence. On met souvent en avant la femme, mais il y a aussi ces enfants qui sont co-victimes des violences qui interviennent dans le couple. Et donc, dans la situation d'hébergement d'urgence ou dans la situation de relogement, on est souvent avec une femme seule avec un ou plusieurs enfants. 97%, c'est le slide qui suit, des demandes de logement social émises par des femmes victimes de violences ont été satisfaits dans un délai de 12 mois en 2020. Donc, voilà, ce sont des chiffres quand même, des résultats assez intéressants pour montrer cette prise de conscience, même s'il faut aller bien sûr au-delà et que le relogement reste une question cruciale pour les femmes victimes de violences. Peut-être pour témoigner un peu des actions qui ont pu être menées par les bailleurs, l'USH a fait une enquête en juillet 2021. Et parmi donc, du coup, les bailleurs qui ont répondu à cette enquête, on note donc une majorité de bailleurs, 69% des organismes HLM qui mettent à disposition des logements pérennes et 58% qui pratiquent l'intermédiation locative pour faciliter l'accès au logement des femmes victimes de violences. Voilà. On note aussi beaucoup d'efforts faits sur la sensibilisation et la formation des professionnels. Il y a beaucoup de bailleurs qui travaillent notamment avec la FNSF pour former les professionnels au risque de violences conjugales. Voilà. Et donc, ça, ce sont des points importants qui montrent un peu ce contexte de prise de conscience générale. Voilà. L'USH organise aussi une journée qui est dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a beaucoup de ressources qui sont développées, de supports de formation. Voilà, ça fait partie des résultats un peu positifs qu'on peut mettre en avant sur le relogement des femmes. On va en venir du coup à l'hébergement pour pas trop dépasser le temps de parole parce qu'on est très preneur aussi d'entendre les expériences qui vont nous être présentées juste après. Alors, rapidement sur l'hébergement, si on peut passer la slide avec la carte. Donc, en 2020, donc, comme ça a été déjà évoqué, en 2020, on a eu 1000 places ouvertes. La plupart de ces places sont ouvertes aujourd'hui. Les principaux retards s'expliquent par souvent un changement de gouvernance dans des assos ou des places qui sont réorientées vers d'autres départements, mais elles vont ouvrir là dans les prochains jours. Et cet effort s'est vu renforcé par la création de 1000 nouvelles places en 2021. Donc, si on peut passer à la diapo suivante, où ces places ont été en fait revalorisées. On est passé de 25 à 35 € en moyenne sur les places d'HU. Et pour les places d'ALT, on est passé d'une dizaine d'euros en moyenne, donc selon le barème, à un forfait à 20 € pour pouvoir intégrer un coût d'accompagnement, renforcer en tout cas cette partie-là. Et le ratio place d'HU ALT a été revu en faveur des places d'HU en fonction des besoins qui nous avaient été remontés en tout cas par les régions. Aujourd'hui, en tout cas au 1er novembre, tout début novembre, 70% des places sont ouvertes. On va relancer prochainement une nouvelle enquête pour mettre à jour ces données et on a un autre chantier qui arrive, qui est celui maintenant de une meilleure caractérisation des places d'hébergement au total. Donc il faut savoir qu'à la fin de l'année 2021, on va être sur un parc d'environ 7800 places. On a une vision, disons, à peu près plus certaine, entre guillemets, des places de l'appel à projet 2020 et de l'appel à projet 2021. Mais pour ce qui est des places qui avaient été créées antérieurement, on a une vision qui est beaucoup plus floue. Donc l'idée, c'est d'une part améliorer notre connaissance des caractéristiques du parc, donc où sont ces places, dans quel type d'établissement, mixte, non mixte, en sachant qu'on privilégie forcément des établissements qui sont non mixtes, exclusivement réservés aux femmes. Quelle est la part d'accompagnement dans le coût et quel accompagnement est réalisé. Donc, cette meilleure caractérisation du parc va passer par deux leviers.
Un premier qui va être sûrement une enquête qu'on souhaite lancer au premier trimestre sur tout le parc d'hébergement, et un second qui arrivera plus tard et qui nous permettra d'avoir une vision en fait sur le très long terme, qui est la refonte du SIAO. Donc des travaux du SI-SIAO, des travaux sont engagés aujourd'hui et devraient aboutir a priori en 2022. Voilà pour le volet hébergement et accès au logement. Ensuite, on pourra avoir une discussion un peu plus sur femmes victimes de violences et logements accompagnés qui intéresse, je pense, un grand nombre des adhérents de l'UNAFO, sachant qu'il n'y a pas de mesures spécifiques qui sont orientées vers le logement accompagné aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que, alors il n'y a pas de réaction sur le chat, mais est-ce que parmi les intervenantes, il y a des questions, des réactions? Pour l'instant, très bien. Alors, j'arrête. Du coup, je vais vous passer la parole, Madame Merzaghi. Je vous laisse la main sur votre support. Hein. Alors, dites-moi comment... En partageant vos... Sinon, je vais le faire, si vous voulez. Ah, je veux bien. Si ça vous dérange pas, je le ferai. Hop. Merci. Voilà. Voilà, merci. Écoutez, bonjour ou rebonjour et bienvenue dans les Hauts-de-France et plus particulièrement dans le département du Pas-de-Calais. Merci à l'équipe d'UNAFO d'avoir organisé cette semaine du logement accompagné et merci de nous permettre de témoigner de ce que l'association met en place pour lutter contre le fléau des violences conjugales. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous présenter l'association et ses différentes missions et de vous expliquer comment on intègre la question des violences conjugales. Donc, l'association structure ses missions autour de cinq grandes thématiques. Hein. La première, c'est celle de l'hébergement. Donc là, je vous ai indiqué quel type de place de quel type de place on dispose et leur volumétrie. Donc on a à peu près 200 places d'hébergement, en partie en insertion, mais aussi en hébergement d'urgence. On a une mission logement à partir de laquelle on peut proposer de l'accompagnement classique vers le logement autonome, donc via les dispositifs FSL, AVDL, logement d'abord, ALT, etc. Et on a aussi deux maisons relais, une en projet, une résidence accueil en projet et une résidence sociale. On a également une mission d'insertion vers l'emploi qui s'appuie sur des ateliers de réentraînement au travail qui sont adossés au CHRS collectif, un CAVA et un ACI, donc un atelier chantier d'insertion. Donc en fait, c'est ce qui relève de l'insertion par l'activité économique. Et puis une mission également dans le champ de la parentalité, où à travers notre maison des parents, on réalise des visites médiatisées à la demande des services de justice ou du département. Et puis, on mène également des actions collectives sur la parentalité au sein d'un quartier sensible de la ville d'Arras. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la question des violences conjugales, elle s'est posée finalement assez vite au sein de l'association, et c'était même une de ses premières missions lorsqu'elle a été créée, il y a maintenant un petit peu plus de 40 ans. Au départ, l'association en fait, a pris en charge des femmes qui quittaient un centre maternel qui était lui-même adossé au centre hospitalier de Bapaume. Et malheureusement, ce centre maternel a fermé au début des années 80. Et la solution qui a été proposée à l'époque, c'est de le transformer en un CHRS qui accueillait des femmes. Alors, d'abord, ce qu'on appelait à l'époque des filles mères. Aujourd'hui, on parle plus de femmes célibataires. Et progressivement, sont arrivées des femmes victimes de violences conjugales. Donc, il faut se remettre dans le contexte d'il y a une quarantaine d'années et dans un
environnement plutôt rural, où la question des violences conjugales était totalement niée, et c'était soit un tabou ou alors un déni. Mais pour autant, l'association en a fait vraiment une mission principale, et elle a en fait intégré la question des violences conjugales dans ses différentes missions. C'est vraiment dans l'ADN de notre association, et quel que soit le dispositif, donc là vous les avez les uns à côté des autres, mais il faut comprendre qu'en fait ils interagissent, et quel que soit le dispositif, on intègre la question des violences conjugales. Par exemple, dans notre mission d'hébergement, on a des places qui sont dédiées aux victimes de violences conjugales. Et donc, alors on a 3 places dédiées, ce qui est faible, et ce qui, pour nous, reste insuffisant au regard de la problématique. Mais en même temps, au sein des CHRS, la question de la violence conjugale est prise en compte, parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les femmes, elles arrivent dans notre CHRS. On a un CHRS spécifique pour femmes, un CHRS pour hommes et un autre pour les jeunes. Et dans ce CHRS dit féminin, si l'arrivée en CHRS, c'est plutôt un motif lié à la précarité, des expulsions, des ruptures conjugales, eh bien, on se rend compte que 30 à 40% de ces femmes, elles ont été victimes de violences conjugales, soit avant leur arrivée ou auparavant, mais en tout cas, c'est pas le motif premier qui est exprimé. Souvent, c'est celui de la précarité, mais derrière cette précarité, il y a une violence conjugale qui est souvent présente, et parfois depuis très longtemps. Alors, même chose au sein de la mission logement, où là, on a 5 logements LT qui sont dédiés aux violences conjugales, mais où on traite de la violence conjugale dans notre résidence sociale. Là aussi, souvent, on a des femmes seules qui intègrent cette résidence et qui ont été victimes de violences conjugales. Dans notre ACI, et on a un atelier repassage où on accompagne des femmes vers l'emploi durable. Elles sont également victimes de violences conjugales. Et alors, je dirais que dans le champ de la parentalité, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, on y travaille via l'accompagnement des auteurs de violences conjugales, puisque là aussi, c'est une orientation forte de notre association, puisqu'on considère qu'il faut aussi accompagner les auteurs de violences conjugales. On voit ces femmes qui font des allers-retours fréquents dans nos structures en hébergement, qui font des allers-retours répétés, et la question du suivi des auteurs de violences conjugales s'est très vite imposée à notre association, et c'est pour ça que depuis une douzaine d'années, on gère un dispositif qui a aujourd'hui valeur d'exemple national. Il s'agit du Home des Rosati, et c'est à partir de ce dispositif qu'un appel à projet a été lancé à la suite du Grenelle pour doter chaque région d'un centre pour suivre les auteurs de violences conjugales. Alors évidemment, on a des outils spécifiques, hein, on a des places dédiées en hébergement, en logement, et on a également ouvert, pendant la période de confinement, un accueil de jour. Au préalable, en fait, on avait ouvert un point de contact éphémère dans la galerie commerciale, dans la galerie marchande d'un centre commercial, et ça a en fait été une préfiguration d'un accueil de jour qui fonctionne depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Voilà. Donc finalement, on dispose aujourd'hui d'une palette assez diversifiée, qui peut-être en termes de volumétrie demande à être un peu plus soutenue, mais l'idée en fait, c'est que cette question des violences conjugales, elle soit vraiment abordée, quelle que soit la problématique d'insertion je dirais, qui est d'intention, de première intention chez les personnes qu'on accompagne,
de manière à ce qu'on puisse répondre vraiment à toutes les problématiques qui se posent et à toutes les situations. Les femmes victimes de violences conjugales ont besoin, enfin les situations sont tellement diverses, elles sont multiples, et donc idéalement c'est vraiment des réponses diversifiées qu'il faut pouvoir apporter, c'est-à-dire de la mise à l'abri et de la protection dans un hébergement collectif quand il y a un réel danger, mais aussi une réponse dans un logement diffus en attendant l'accès au logement autonome, parce que certaines femmes refusent d'être prises en charge dans un collectif. Et puis bien sûr, il faut aussi pouvoir recueillir la parole de ces femmes, leur permettre de s'exprimer et les aider et les accompagner dans leur prise de décision vis-à-vis de ces violences qu'elles subissent. Voilà. Donc, on a la page suivante, s'il vous plaît. On a la chance d'avoir un territoire qui est très dynamique sur la question des violences conjugales. Il y a un comité de pilotage qui est animé par le préfet et plus précisément par la délégation départementale aux droits des femmes. Il y a une commission violence intrafamiliale qui est portée par le tribunal où on peut venir exposer des situations complexes. On a une communauté urbaine qui est très impliquée, alors plutôt du côté des auteurs, mais en tout cas qui a inscrit dans son plan de prévention de la délinquance la question des violences conjugales. Et puis notre association a avancé sur la question de la prise de plainte en signant 2 conventions, une avec le centre hospitalier qui permet en fait aux femmes de porter plainte au sein de l'hôpital. Donc là, c'est une signature assez large et très partenariale. Et récemment, on vient de signer une convention avec le commissariat pour faciliter la prise de plainte là où vivent les victimes, c'est-à-dire dans nos établissements, dans nos logements et aussi à domicile, puisque par exemple, pour le FSL, on accompagne à domicile. Et bien sûr, on a fait aussi de cette question une thématique forte dans notre plan de formation et où la question de la formation sur le champ sur la question des violences conjugales, ben, c'est une formation qui est quasi continue, c'est-à-dire qu'il y a des... On a perdu votre son. Ah, d'ailleurs, on ne vous entend plus. Bon, en attendant le retour de Madame Merzaghi, est-ce que Madame Jalard ou Madame Corb voulez réagir à cette présentation? Il n'y a pas de questions sur le chat, mais... Je trouve très intéressant le dernier point, notamment avec les conventions qui sont signées avec le centre hospitalier et le commissariat, parce que récemment, on a recueilli des témoignages de personnes hébergées qui avaient été confrontées à des agressions pendant le temps où elles sont hébergées dans de l'hébergement mixte. Et du coup, le parcours avait été assez compliqué pour pouvoir déposer plainte. Donc, cette logique où l'association aide justement les personnes à entrer dans ce type de démarche, c'est vraiment intéressant. Je suis désolée. Mais... Non, il n'y a pas de problème. Du coup, voilà, Madame Jalard a réagi à votre présentation et vous pouvez reprendre. Voilà, donc j'étais à la fin de cette présentation. Donc, comme je le disais, vraiment, je pense que la clé pour lutter contre ce fléau, c'est vraiment la diversité des réponses pour répondre à la complexité et la multiplicité des situations. Et évidemment, le logement adapté, il y a tout à fait sa place. Nous, on a intégré cette question des violences conjugales dans chacune de nos missions et de nos dispositifs. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose, alors on n'a pas de questions sur le chat et le temps file, je vous propose de passer la parole tout de suite à Madame Anoer. J'enlève le partage, c'est à vous, merci. Bonjour.
Alors, après les Hauts-de-France, je vais vous emmener à l'Est. On est une association mulhousienne, l'association ALSA pour le logement des sans-abri. Donc, notre siège est sur Mulhouse. On existe depuis 50 ans de manière bénévole et puis depuis 12 ans de manière professionnelle. On est sur Mulhouse spécialisé sur l'accompagnement de grands précaires. Donc, on fait de l'ALT essentiellement. On a une centaine de logements, de studios éclatés sur la ville de Mulhouse pour l'hébergement de grands précaires. On y a aussi 4 maisons relais et une résidence sociale, une résidence accueil. Ça, c'est pour la version mulhousienne, mais moi, je vais vous parler un petit peu plus précisément de ce qu'on a développé tout au sud du département sur la région du Soungo. On s'est installé sur le Soungo, donc c'est vraiment tout au sud du Haut-Rhin, depuis 2011. Et on y a développé une activité qui répond vraiment spécifiquement aux besoins de ce territoire. Il faut savoir que c'est un territoire rural avec peu de transport, avec une ville maître qui s'appelle Altkirch et puis énormément de petits villages autour. Voilà, on est aussi une région frontalière, plutôt aisée, en tout cas d'apparence, et ce qui posait pas mal de questions quand on s'est installé en se disant mais voilà, que vient faire l'Alsace ici? En fin de compte, il y a quand même de la précarité même sur des zones frontalières et officiellement plutôt riches. Alors, on a développé petit à petit notre activité. Aujourd'hui, on en est à 15, excusez-moi, on en est à 15 logements ALT. On a 15 logements jeunes, donc destinés à un public de 18 à 25 ans. On fait de l'accompagnement vers et dans le logement pour une quarantaine de personnes. On fait de l'intermédiation locative. On est également SIAO pour la région. Et on a un dispositif femmes victimes de violences de 14 places aujourd'hui. On était à 10 places depuis 4 ans jusqu'à cet été. On a obtenu 4 places supplémentaires qui ont été occupées immédiatement. Il faut savoir qu'on a pas mal de demandes sur le secteur pour ce public-là et que ça nous arrive très fréquemment d'accompagner ces dames à travers les dispositifs AVDL et même IML quand on n'a pas de place d'hébergement ou de logement. Alors, sur nos places de logement, il s'agit de sous-location. Donc, on va louer des logements auprès de propriétaires, on va mettre les personnes en sous-location dedans et puis quand tout se passe bien, on glisse le bail. Dans l'intervalle, on fait de l'accompagnement vraiment généraliste en lien avec les partenaires du territoire, avec le conseil départemental, avec la protection de l'enfance, avec enfin, tous les partenaires qu'on peut avoir sur le territoire. Les places en hébergement, on n'en a que 5 qui sont fléchées vraiment pour de l'hébergement et celles-ci sont très précieuses, notamment pour les personnes qui arrivent sans aucune ressource. Parce que comme je vous le disais, on est sur un secteur frontalier, donc on a quand même pas mal de dames dont les maris travaillent en Suisse, ou les maris ou les compagnons. Et elles se retrouvent, quand elles se séparent, sans aucune ressource. Et les démarches, il faut le dire, sont assez délicates et compliquées entre la CAF en France et la CAF en Suisse pour arriver à justifier de ce qui est perçu par qui. Et on se retrouve très souvent avec des personnes qui sont sans ressources pendant des fois 2 ou 3 mois jusqu'à ce qu'on arrive à mettre en place tous les droits. Donc ça complique tout de suite l'accès à un logement autonome ou même à une sous-location parce que ça met tout de suite les personnes en grande difficulté financière. On a aussi au sein de notre dispositif dans le Soungo une maison relais qui est située sur une commune qui s'appelle Ferrette. On a 25 places sur cette maison relais et ces 25 places sont éclatées sur un immeuble de 60 logements en tout.
Il se trouve que dans cet immeuble-là, en plus de ces 25 places maison relais, on loue également un logement qui nous sert pour notre dispositif jeune, 18-25 ans, et un logement qui nous sert pour une sous-location femmes victimes de violences. Et le hasard a voulu que cet appartement se trouve en fait exactement en face du collectif de la maison relais. On a occupé cet appartement depuis le mois de juillet, donc là on a maintenant à peu près 6 mois de recul. Il se trouve que cette dame qui s'est installée là a investi le collectif de la maison relais, qui ne lui était pas directement destiné à la base. Mais voilà, elle est très présente en maison relais, elle bénéficie beaucoup du soutien et des travailleurs sociaux, mais aussi des résidents de la maison relais. Et on s'est rendu compte à cette occasion, enfin de manière tout à fait fortuite, mais que c'était vraiment une bonne idée et que très probablement la question de monter une maison relais dédiée aux femmes victimes de violences serait une excellente idée et pourrait apporter la présence et le soutien que ces personnes ont vraiment besoin de trouver pour se reconstruire. Voilà, donc c'est un projet qu'on va essayer de mettre sur la table. On verra bien ce que ça donnera. Et puis voilà ce que je pouvais vous dire pour le Sungo. Merci beaucoup. Effectivement, la caractéristique d'une portion de famille dédiée aux femmes, voilà, ça peut peut-être faire réagir l'État, mais on voit bien, ça a été, voilà, c'est lié à l'expérience de ce logement qui était dans un ensemble global et mixte, quoi, finalement. Oui. Et voilà, cette expérience réussie qui effectivement fait se poser la question de pourquoi pas intégrer ça dans une structure collective type maison relais ou résidence sociale. Enfin voilà, là on voit bien qu'il y a une diversité de réponses apportées qui ont porté leurs fruits a priori. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut intervenir, ou réagir en tout cas à la présentation de Madame Hanauer? Il n'y a pas de questions dans le chat. Voilà. Sinon, je vous donne la main, Madame Lavaux, pour la présentation de l'AMLI. Bonjour et merci pour l'invitation. AMLI est une association implantée en Grand Est à l'origine, aujourd'hui sur plusieurs régions de France, qui gère 3400 places d'hébergement d'urgence et 3639 solutions de logement accompagnées, qui sont basées en Grand Est, en Île-de-France, en Rhône-Alpes prochainement et en PACA. Et donc, du coup, l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous parler plus spécifiquement d'une résidence sociale qui se situera à Choisy-le-Roi, pour laquelle, pour la première fois, le projet social, en tout cas, intègre des femmes à destination, des places à destination de femmes victimes de violences. Je vous laisse peut-être lancer la présentation. Merci. Alors, voilà, il s'agit de la résidence sociale Waldeck-Rousseau qui se situe à Choisy-le-Roi. Elle proposera très prochainement 61 logements répartis sur 2 sites qui sont très proches. Donc, un gros bâtiment que vous voyez à l'image qui fait 49 logements. Et puis, à quelques centaines de mètres, à destination de femmes seules avec enfants en rupture d'hébergement, dont 5 logements sont très clairement fléchés dans le projet social et réservés à des femmes victimes de violences. Alors, au sujet de ce projet, peut-être vous dire déjà qu'il s'inscrit sur la base d'un diagnostic territorial qui a été partagé avec l'Observatoire de l'habitat de la ville de Choisy-le-Roi et qui a été croisé avec les données du SIAO du Val-de-Marne et qui ont fait remonter que 25% des demandes de logement émanaient de familles monoparentales. Voilà, d'où l'orientation très claire sur ces femmes en rupture d'hébergement. Le projet a pu naître grâce au partenariat entre un propriétaire, en l'occurrence Bâti en Île-de-France, et un gestionnaire, AMLI, qui ont mis en commun leur savoir-faire spécifique dans un objectif commun partagé. Voilà, la volonté est très clairement de conduire un projet d'habitat adapté aux populations logées dans le cadre des politiques publiques et des moyens mobilisables. Alors,
À ce jour, les travaux sont encore en cours et nous prévoyons une livraison autour du mois de mai. Donc, les places devraient être très prochainement ouvertes. Alors, sur la prochaine diapositive, je vais vous détailler un petit peu les grands axes, en fait, des femmes victimes de violences. Tout d'abord, il y a le support de travail, le logement, puisque le programme immobilier permet des accueils, alors au travers d'un accès au bâtiment qui est sécurisé. On parle là, bien sûr, dans l'intégration, en tout cas, du programme immobilier de résidentialisation du site, également de contrôle d'accès à l'entrée et de vidéosurveillance dans les parties communes. Il y a également des locaux collectifs qui ont été prévus en quantité suffisante en support de la vie sociale et de l'accompagnement. Les locaux collectifs, c'est à la fois des salles d'animation et des bureaux pour les collaborateurs, ainsi que des bureaux pour les partenaires qui pourraient venir tenir des permanences sur place. Du bâtiment également, afin de réduire les charges. L'accessibilité donc sur 10% des logements, et une offre de logements mixtes, alors de type T1, T1 bis et T2, qui permettent l'accueil de typologies familiales différentes. Je noterai également des logements qui vont osciller entre 18 et 47 mètres carrés pour les plus grands. Et la proximité de la résidence sociale, donc on notera la mairie et le CCAS qui sont juste en face, la poste, mais également des centres médicaux, une antenne de pôle emploi à proximité, les écoles qui seraient logés ici, et puis le RER pour se rendre à Paris. Sur la base de ce projet, nous allons donc déployer un projet social avec une équipe dédiée pluriprofessionnelle. Nous avons prévu des recrutements de travailleurs sociaux, mais également un éducateur jeune enfant pour répondre aux problématiques des enfants logés en nombre probablement sur la résidence sociale. Un axe de travail très clairement orienté autour de la parentalité, donc avec le recrutement de cette éducatrice jeune enfant. Un travail de passerelle avec le droit commun, bien sûr, puisqu'en résidence sociale, nous n'avons pas vocation à tout faire, mais bien à réorienter et à faire le lien avec le droit commun, que la personne puisse trouver ensuite la ressource seule. Une permanence téléphonique qui va prendre le relais des équipes avec une astreinte 24 heures sur 24 et qui permettra aux besoins d'envoyer un agent de sécurité sur place en cas de danger. Et enfin, un engagement fort dans un réseau de bailleurs sociaux, puisqu'Amélie fait partie du réseau Batigère, mais ne travaille d'ailleurs pas qu'avec Batigère en termes de partenariat. Et comme l'objectif de la présence en résidence sociale est limité à 2 ans, nous avons toujours en perspective, en tout cas, la sortie positive vers le logement autonome, si possible, en lien avec l'ancrage territorial de la personne. Pour faire vivre ce projet, il y a la question des financements qui sont dédiés. Donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il y a effectivement le financement de l'investissement d'abord. Donc, 49 logements en PLAI et 12 logements en PLAI adaptés. Des recherches de subventions complémentaires sont en cours afin de porter plus de confort et de répondre toujours mieux aux personnes accueillies. Sur le fonctionnement, nous allons être sur un financement sur la base de 2 résidences sociales puisque nous avons 2 sites, donc Waldeck-Rousseau et Stalingrad, qui sont très proches. Voilà, sur la question du financement, je voulais juste évoquer, compte tenu de la spécificité du public accueilli, il serait intéressant de travailler l'opportunité d'être accompagné financièrement sur davantage en fait des enveloppes supplémentaires afin d'avoir plus d'ambition sur l'accompagnement social, notamment sur ces 5 places qui vont avoir un fonctionnement assez spécifique. Voilà, pour finir peut-être les marqueurs forts du projet. La sécurisation du bâti, je l'ai pu l'évoquer au niveau du programme immobilier, sur une notion également de non-stigmatisation et de banalisation du logement. On n'est que sur 5 places, 5 logements à destination de femmes victimes de violences au sein d'une résidence sociale qui en fera 61. L'objectif n'est pas de stigmatiser
cet établissement comme un établissement pour femmes victimes de violences. De manière complémentaire, on travaille également au non-affichage du nom sur la boîte aux lettres ou sur la sonnette à l'entrée qui permet de sécuriser la personne. La répondre aux besoins variés des situations est également en lien avec l'offre de typologie de logement. Du logement meublé et de la mise à disposition d'équipements de base. Quand on quitte de manière assez brutale son domicile, il y a toujours la question de ce qu'on emmène avec soi. Donc, la question de la résidence sociale meublée, déjà, va répondre à une partie de la problématique, mais pas que. Il y a quand même la question des premiers kits de nécessité en termes d'hygiène, en termes alimentaires, en termes également de confort, notamment par rapport aux enfants qui partiront avec la maman. Donc voilà, tout ça fait partie intégrante du projet social. Les espaces collectifs qui sont pensés pour faire vivre la résidence sociale et des bureaux de confidentialité in situ qui nous permettront, le cas échéant et en cas de grave danger, peut-être de tenir des permanences à l'intérieur de l'établissement et d'inviter des partenaires à venir au sein de l'établissement. J'ai d'ailleurs bien noté la question du conventionnement avec les centres hospitaliers et le commissariat, voilà, qui pourraient peut-être trouver une place ponctuelle dans nos locaux. Et enfin, un partenariat fort et structurant, alors notamment avec l'association Tremplin 94, qui est une association référente sécurité et qui est porteuse du dispositif téléphone grave danger, avec qui nous co-construisons actuellement un partenariat afin de répondre au mieux aux besoins des personnes accueillies. Et puis également la dernière question, celle de la réactivité sur les attributions. Accueillir une femme victime de violence, c'est peut-être parfois un peu bousculer nos schémas de délai d'entrée pour répondre à des besoins d'urgence. Voilà, donc c'est un marqueur également très fort de ce projet, puisque je pense que collectivement, nous allons devoir être réactifs et nous allons devoir nous inscrire dans un partenariat fort d'accompagnement social et de permettre à la personne de se poser, de se reconstruire, puis d'accéder à un logement autonome. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que, on le voit là, il y a eu des présentations de projets assez différents, finalement assez variés, qui répondent du coup aux problématiques diverses qu'ont ces femmes victimes de violences. Est-ce que Madame Jalard ou Madame Corbe, vous voulez réagir à ces présentations? On est bien sûr très intéressé par tous ces projets qui sont déployés dans leur diversité. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont été pensés par rapport aux besoins d'un territoire, comment ils s'insèrent, ils s'ajustent réellement aux besoins locaux, parce que c'est ça qui est... c'est ça vraiment qui est au cœur du sujet. Pour les femmes victimes de violences, à la fois, il y a la question de la palette, d'avoir une palette de réponses, parce que les situations sont toutes diverses. Et les moments aussi sont divers dans le parcours de ces femmes. Une femme ne reste pas stigmatisée, femme victime de violence pour toute sa vie, mise dans un logement qu'avec des femmes victimes de violence ou dans une perspective de ce type-là. Elle a besoin d'un moment de sas, de reconstruction, un moment de transition qu'elle peut faire par un accompagnement en étant chez elle, qu'elle peut faire dans de l'hébergement. Elle peut avoir besoin de passer à autre chose et d'être dans le logement en ayant déjà passé un cap dans sa reconstruction. Et c'est à ces différents moments et aux différents besoins de ces femmes-là qu'il faut penser en faisant le projet. Je vois l'attention particulière sur le dernier projet qui est porté à la sécurité. C'est sûr que c'est un sujet clé. Encore une fois, en parlant encore récemment avec des personnes hébergée. On a été très touchés par une femme qui nous confiait, elle proposait, comme mesure, qu'on lui laisse un banc dans un commissariat pour la première nuit après le dépôt de plainte, tellement que l'idée d'aller dans un hébergement sans être complètement sûre des conditions de sécurité était complètement angoissant. Elle
proposait comme mesure être sur un banc, même dans des conditions spartiates. Voilà, c'était quand même très touchant et ça montre à quel point c'est dans certaines situations vraiment d'urgence qui se posent, on est dans de la mise à l'abri immédiate après des violences. La question de la sécurité doit être vraiment prise en compte et communiquée auprès de ces femmes pour les rassurer. Merci. Je ne vois pas de questions sur le chat. Madame Arzaghi. Oui, moi, je veux bien réagir. En fait, finalement, on se rend compte que il faut un bon équilibre entre des réponses, je dirais, dans le droit commun, dans tout ce qui existe, en tout cas une prise en compte de la question des violences conjugales dans ce qui existe déjà. Et c'est ce que nous, on essaie de faire, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette volonté d'inscrire l'accompagnement, la vigilance par rapport aux violences conjugales dans toutes nos missions et ces réponses spécifiques. Par exemple, sur un territoire, on aura beau avoir une résidence sociale dédiée aux victimes de violences conjugales, une pension de famille dédiée aux victimes de violences conjugales, ça n'empêche qu'il y a tellement de situations, c'est un phénomène qui est tellement présent qu'il faut vraiment qu'on intègre ça dans nos structures. Par exemple, dans notre pension de famille mixte, alors qui dit mixité dans une pension de famille dit formation de couple, eh bien nous, il y a un couple qui s'est formé dans notre pension de famille et ça a donné lieu à... C'est un couple où il y avait de la violence conjugale et l'équipe a dû s'emparer de cette difficulté. Et je pense que c'est là où il faut que tout le monde soit prêt, tout le monde soit en capacité d'accompagner, d'aider à la prise de décision, parce qu'en fait, la réponse, elle doit être là où se trouve la personne, et même s'il y a des réponses spécialisées, voilà, il faut vraiment, il faut qu'il y ait effectivement cette réactivité dont on a parlé. Effectivement. Allez-y, Madame Viala. Peut-être donc je trouve vraiment important toute cette vigilance dans l'hébergement mixte. À la DIAL, on démarre là un plan d'action vraiment dirigé vers l'hébergement mixte avec un e-learning de sensibilisation des professionnels, donc à la fois les travailleurs sociaux, mais aussi les directeurs de centre, parce qu'il y a des mesures. Le vivre ensemble, femmes, hommes, enfants, faut pas penser que ça se passe de façon complètement consensuelle et naturelle. Et il y a besoin vraiment d'avoir ce regard-là quand on est responsable d'un centre d'hébergement. Donc, il y a une étude qui a été faite assez récemment sur le sujet par la Fondation des femmes, l'étude Un abri pour toutes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un certain nombre de recommandations intéressantes. Et nous-mêmes, à la DIAL, on avait un plan d'action. Donc, voilà, à la fois dans la sensibilisation, dans le repérage des incidents. Donc, voilà, on est complètement alignés sur le fait que la mixité heureuse demande un regard vigilant. Peut-être un autre point sur l'hébergement accompagné et les pensions de famille. C'est vrai que dans la conception du dispositif pension de famille à l'origine, on est sur du logement pérenne pour des personnes qui ont un long parcours à la rue. Et donc, pour nous, ça ne répond pas immédiatement aux besoins des femmes victimes de violences, parce que c'est ni de l'hébergement d'urgence, ni une solution de faire une pension qui serait dédiée qu'aux femmes victimes de violences. Voilà, donc on est quand même nuancé sur le fait de réserver ce type de dispositif. Voilà, enfin, on ne trouve pas qu'ils répondent de façon très spécifique à leurs problématiques. On n'imaginerait pas
comme c'est un logement qui est prévu pour les personnes pour tout au long de leur vie, enfin, elles n'ont pas d'obligation d'en partir, c'est vraiment du logement. Une pension de famille, on n'aurait que des femmes qui ont été à un moment donné victimes de violences. Voilà, ça fait peut-être pas complètement sens. Après, ça peut exister sur le territoire et localement, ça a pu répondre à la demande en l'absence d'autres dispositifs, d'autres financements. Enfin, voilà, on connaît bien sûr ce contexte-là, mais on ne ferait pas forcément la promotion de ce type de logement pour ce type de public, disons. Oui, effectivement, je pense que ça répondait aussi à une problématique très locale. On a sans doute conscience que la pension de famille n'a pas forcément cette vocation, mais voilà, c'est un public qui est à prendre en compte et qui peut par ailleurs de toute façon qui est précaire à un moment donné, donc qui aussi peut répondre, on va dire, aux conditions. Après, je comprends votre remarque. On a une question, alors je la pose, et peut-être que Madame Hanauer voulait réagir, pardon. J'ai vu que oui, bien sûr. Oui, pardon. Mais oui, il y a une question qui est intéressante. Oui, c'était juste pour réagir sur ce que disait Madame Jalard, je comprends tout à fait. Mais peut-être que la solution, elle réside dans ce qu'est en train de créer Madame Lavaux, des places dédiées dans des pensions de famille. Ça me semble vraiment un truc sympa et une façon de porter une plus grande mixité de public aussi. C'est évidemment des dames qui ne seront pas destinées à rester sur la pension de famille, mais qui peuvent peut-être y rester le temps qu'il faut. Des fois, on parle quand même des fois de 1 à 2 années pour arriver à rebondir et à aller vers autre chose. Et peut-être que cette solution-là serait intéressante. Pérennité d'un logement en pension de famille, ça ne veut pas dire qu'on y reste forcément 10 ans, 20 ans. Hein. Ça peut aussi, voilà, rester 1 an, enfin le terme, la pérennité d'un logement par rapport à un parcours résidentiel qu'on imagine tôt dans la résidence sociale, pension de famille n'empêche pas les gens d'arriver, de rester 1 an, 2 ans effectivement, et de pouvoir quitter aussi la pension de famille. Enfin, c'est pas, voilà. Enfin, le sens de la pension de famille, c'est quand même d'offrir un logement pérenne à des gens qui ont un long parcours et un accompagnement avec une vie collective. Donc, si un turnover énorme, par exemple, pour faire vivre un collectif avec… Alors, il me semble que dans le projet qu'a présenté Madame Lavaux, il s'agit d'une résidence sociale et pas d'une pension de famille. Effectivement, c'est une résidence sociale dont il s'agit. Oui. Voilà, ce qui est déjà différent. Enfin, oui, non, mais on est bien d'accord. Hein. Alors sur le chat, on a donc 2 questions. La première étant de Lisa Leroux sur l'accompagnement face aux violences faites aux femmes. Donc, est-ce que les dispositifs peuvent aussi s'appliquer aux hommes victimes de violences conjugales? Je vous laisse y répondre. Bien sûr. Mais voilà. Oui. Bien sûr. Forcément. Très bien. Et j'ajoute simplement que dans notre dispositif de suivi des auteurs de violences conjugales, nous avons créé récemment 2 places pour des autrices. C'est comme ça qu'on les appelle, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui commence il y a, on va dire, un tabou qui se lève progressivement. Et effectivement, nous, on considère les violences conjugales aussi bien du côté des femmes que des hommes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quantitativement, c'est plus un phénomène qui est féminin. Hein. Les victimes, ce sont principalement des femmes, mais je pense que progressivement, on aura aussi à accompagner des hommes victimes de violences conjugales. Alors, le temps file à une vitesse 1 par 1, on arrive à la fin quasiment, mais on va pouvoir déborder quand même un peu, on va pas être coupé immédiatement. Juste pour vous lire la réaction donc de la ville de Paris qui participe à l'intervention et qui explique effectivement que à Paris, il y a eu un financement de 2 pensions de famille avec un projet social un peu spécifique, avec un objectif de priorisation, enfin de priorité donnée à l'accueil de femmes en précarité victimes de violences. Donc voilà, on va dire que
on est d'accord sur l'objectif des pensions de famille, mais voilà, des solutions innovantes, elles existent aussi et parfois. Alors, du coup, je trouve ça très intéressant cette remarque parce que c'est une nuance à apporter. Là, j'entends bien des femmes en précarité, donc on parle de femmes qui ont sans doute un long parcours à la rue, voilà, et qui ont un parcours émaillé de violence et qui ont besoin d'un soutien type pension de famille pour les accompagner aussi dans leur vie quotidienne. Donc, ça répond tout à fait à l'objectif initial pension de famille. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Là, l'heure est passée. En tout cas, je vous remercie vraiment de vive voix pour ces présentations qui étaient vraiment très riches. Et qu'on voit face à ce phénomène, les adhérents de l'UNAFO, les gestionnaires de logements accompagnés qui sont aussi qui gèrent de l'hébergement et de l'accompagnement, par ailleurs sont pleinement mobilisés. Donc en accompagnant les victimes, en proposant de l'hébergement et aussi donc des logements. C'était un petit peu ce qu'on voulait mettre un peu plus en avant ce matin. Donc on voit bien, ça a été dit, probablement un partenariat à renforcer avec les institutions, les associations spécialisées, pour faciliter déjà la connaissance des publics, l'orientation et leur accompagnement. Et puis aussi pour connaître les dispositifs, hein, donc les solutions innovantes qui ont été présentées, elles existent. Peut-être qu'il faut les diffuser plus largement. Voilà. En tout cas, on se posait la question et je pense qu'on a des éléments de réponse sur la place des dispositifs de logement accompagné. On le voit. Les dispositifs de logement accompagné peuvent apporter une solution et une réponse aux victimes. Donc ça, c'est important de l'avoir mis en avant, je pense. Voilà. Après, ça posera des questions. Ça pose toujours des questions, que ce soit de financement, comme parlait Madame Lavaux, financement d'accompagnement spécifique, ou de simple connaissance. Mais voilà, je pense que l'UNAFO et ses adhérents resteront vigilants et continueront à suivre évidemment ces problématiques. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie vraiment pour vos interventions et votre présence. On va clore du coup ce live et le travail se poursuit évidemment dans les mois, les prochaines années. Merci à vous et merci aux participants et à très bientôt.